Smart Bourse vous est présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie. Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box et vous nous retrouvez également en replay tous les jours, bien sûr, sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Le jour d'après, évidemment, à la une de cette émission, après la thérapie de choc annoncée par Donald Trump et ses équipes pour rééquilibrer le système commercial mondial, jugé beaucoup trop défavorable aux États-Unis depuis trop longtemps. L'objectif des tarifs, visiblement, selon la formule qui a été définie par les équipes de l'administration Trump, est d'effacer, d'annuler, de mettre à zéro tous les déficits bilatéraux que les États-Unis entretiennent avec un grand nombre de partenaires commerciaux, il faut le dire, et donc une succession de tarifs, une base universelle et des tarifs spécifiques pour une soixantaine de pays qui sont les moins bons partenaires commerciaux des États-Unis, avec également des ramifications sectorielles, des tarifs automobiles qui vont s'appliquer à partir d'aujourd'hui, sans oublier ceux déjà imposés sur l'acier et l'aluminium. Bref, c'est un choc protectionniste sans précédent qui frappe l'ensemble de la planète. La réaction des marchés est sans équivoque, avec des baisses généralisées sur les indices actions, mais une forme de discrimination quand même qui s'est installée. On voit que les indices actions américains sont ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, avec un Nasdaq qui chute de plus de 5% désormais, quelques heures à peine après l'ouverture des marchés américains. On voit également l'indice américain des petites et moyennes capitalisations, le Russell 2000, qui baisse encore plus fortement que les indices de grande capitalisation comme le S&P 500. Ailleurs, on a quand même des baisses appuyées. On l'a vu en Asie ce matin, sur des pays très spécifiques comme le Vietnam, une baisse de 5% pour le marché boursier vietnamien, une baisse de 3% environ pour le marché japonais. Et puis en Europe, on est sur une baisse de l'ordre de 3% effectivement pour les grands indices européens, moins 3,5% même pour l'Eurostock 50 aujourd'hui. L'autre mouvement de marché important à retenir, c'est la baisse conjointe du dollar, des taux longs américains et du pétrole également, le triptyque clé, avec une baisse du dollar assez spectaculaire, de plus de 2% pour l'indice dollar, une baisse quasi généralisée face à l'ensemble des devises mondiales, et un euro-dollar qui a repris 3 figures en ligne droite pour revenir à plus de 1,11$ sur la parité de change, baisse du rendement américain de l'ordre de 10 à 15 points de base sur les taux longs américains, et puis le pétrole, alors qui subit un double coup, l'effet récessif qui est anticipé, et puis l'OPEP+, qui se prépare à inonder le marché plus que prévu à partir du mois prochain, et tout ça donne un baril de brut qui chute de l'ordre de 7% aujourd'hui. Vous aurez encore plus de détails dans un instant avec Pauline Gratel, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous reviendrons sur les annonces de Trump avec l'intelligence artificielle comme outil. Que nous dit l'IA de la situation des marchés aujourd'hui et des enjeux de cette guerre tarifaire initiée par Donald Trump. Nous en parlerons avec Jean-Jacques Ohana qui sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Donald Trump a donc présenté hier son plan de tarifs douaniers dits réciproques. Oui, les taxes annoncées hier n'ont jamais été aussi élevées depuis 1930. Ce sera au moins 10% de droits de douane supplémentaires pour tout le monde et encore plus pour certains pays. Dans le détail, les produits de l'Union européenne seront taxés de 20% supplémentaires, ceux de Taïwan de 32%, pour le Japon ce sera 24% et 32% pour l'Inde. Enfin, pour la Chine, l'addition est salée. Aux 20% déjà mis en place s'ajoute 34%, ce qui fait 54% de tarifs en tout depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Quelles ont été les réactions, quelques-unes des réactions provenant des partenaires commerciaux des États-Unis attaqués depuis hier soir? Le ministre du Commerce chinois a directement réagi et annonce que la Chine s'oppose fermement à cette décision et prendra des contre-mesures pour protéger ses droits et intérêts. L'Union européenne, elle, cherche
cherche une solution négociée avec Washington. En cas d'échec, elle est prête à riposter et n'hésitera pas à taxer les services numériques américains. Plus en détail, l'UE prépare 2 ripostes. La première interviendra mi-avril pour répondre aux taxes sur l'aluminium et l'acier. Et la seconde riposte sur l'ensemble des produits sera annoncée fin avril. En France, Emmanuel Macron a réuni de son côté les filières les plus touchées. La filière des vins et spiritueux table déjà sur 20% de baisse des ventes aux États-Unis, soit 800 millions d'euros de pertes pour les entreprises du secteur en France. Élargi à l'ensemble de l'Union européenne, ce serait plus de 1,5 milliard d'euros de perdus, selon la Fédération française d'exportation de vins et spiritueux. Dans les autres secteurs touchés, il y a l'automobile qui est taxé à partir d'aujourd'hui de 25% supplémentaires. Enfin, l'aéronautique n'est pas épargnée. Les patrons de Airbus et Safran ont été reçus à l'Élysée. Bon, il n'y a pas que le secteur automobile ou des secteurs industriels qui voient leurs valeurs se replier aujourd'hui. La baisse est assez généralisée, il faut le dire. Oui, l'ensemble des indices européens évoluent en fort repli. Le Stoxx 600 est dans le rouge et perd plus de 2% et l'Eurostoxx 50 cède 3%, tout comme le CAC 40 qui cède également 3% au cours de la séance. Le CAC 40 à la peine s'établit aujourd'hui autour de 7600 points, tiré vers le bas par EssilorLuxottica, Legrand, Kering, Schneider Electric ou encore Société Générale. Bon, aux États-Unis, sur le marché américain, là aussi la réaction est très violente, même peut-être encore plus qu'ailleurs. Oui, les indices chutent lourdement à l'ouverture, de plus de 4,5% pour le Nasdaq et de plus de 4% pour le S&P 500 et l'indice des petites capitalisation cède plus de 5%. Les valeurs les plus touchées sont la tech avec Apple qui perd 8% à l'ouverture, plombée par les droits de douane à l'encontre de la Chine. Nvidia chute de 6% et Microsoft de 3%. Les banques américaines sont également dans le rouge. Le secteur de la consommation pâtit également. Walmart cède 2%. Et dans le sport, Nike plonge de plus de 10%. Et ailleurs, Puma et Adidas sont également dans le rouge. La Chine, le Vietnam ou encore l'Indonésie sont des pays clés pour ce secteur. Dans ce contexte d'aversion au risque généralisé, quelques actifs font office de valeur refuge et c'est le cas notamment des marchés obligataires souverains. Oui, aux États-Unis, le rendement à 10 ans chute de 15 points de base par rapport à hier, autour de 4%. Le rendement à 2 ans perd également 10 points de base, autour de 3,75%. En Europe, la baisse est plus mesurée. Le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,65%. Sur le marché des changes, le dollar s'effondre face à quasiment toutes les devises mondiales. L'indice dollar perd plus de 2,5%, propulsant l'euro-dollar jusqu'à plus de 1,11. Enfin, l'or marque de nouveaux records à près de 3200 $ l'once. Et à noter pour finir, le pétrole plonge de 7%, environ 70 $ le baril de Brent. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour terminer cette semaine, Pauline ? Les investisseurs prendront connaissance demain du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain pour le mois de mars. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Kistrebert est avec nous, gérant chez Taylor Asset Management. Bonsoir Julien. Bonsoir. Zakaria Darwish nous accompagne, le responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Et Andrew Etherington est également à nos côtés, directeur de la gestion diversifiée d'AXA IM. Bonsoir Andrew. Bonsoir. Merci d'être là. Tour de table, Andrew, je commence avec vous sur les réactions encore un peu à chaud, même si quelques heures se sont écoulées depuis les annonces du plan tarifaire de Donald Trump. Si on regarde la réaction ou les réactions de marché, le choc est sérieux. Le choc est sérieux parce que l'agressivité des niveaux de tarifs sont au-delà de même le consensus du plus agressif de quelques points. Peut-être ça a été préannoncé la semaine dernière par rapport aux autos. À 25%, c'était un moment compliqué qui nous a amené de réduire le risque. Mais on n'avait pas attendu ce qu'on avait reçu pendant la nuit. Ouais. L'agressivité est exceptionnelle et pas facile à estimer comment ça a été calculé, sur quelle mesure, mais... je crois qu'on a compris, si. Oui. Non mais, je crois que la formule est assez simple. L'idée, c'est de mettre à zéro les déficits bilatéraux que les États-Unis entretiennent. On prend le déficit commercial sur les biens, d'ailleurs, uniquement sur les biens que les États-Unis entretiennent avec un pays, ce que ça représente dans la part des importations totales. Et comme on est we're very kind people, nous dit Donald Trump, on met un discount de 50% et on a le tarif.
Si j'ai compris la formule. Hein. Ouais, il paraît. Il y a évidemment, je pense, aucun sens économique. Le narratif économique de tarifs réciproques ne tient absolument pas. Mais il n'en reste pas moins que c'est la formule qui a été retenue. Ça nous rappelle quelque part la période de Brexit où on a un diktat d'une idée économique, mais qui n'est pas soutenu par la grande majorité des économistes, mais qui est ce qui est communiqué, qui a été racheté par la populace. Hein. C'est eux qui l'ont choisi. Oui, qui l'ont choisi, donc on subit pour l'instant. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit derrière ? Non, mais si, intéressant. Le fait que cette formule soit visiblement complètement hors norme sur le plan économique, académique, qu'est-ce que ça nous dit des objectifs poursuivis par Donald Trump avec ce scoreboard de tarifs douaniers ? Ils avaient dit que le premier objectif, c'était de baisser les taux et baisser le dollar. Donc, par un risque récessif, c'est acquis. Après, pour faire revenir des emplois aux États-Unis, de Bangladesh et Vietnam, je ne vois pas comment ça va être vraiment pratique à faire. Non, c'est de bousculer tout. Est-ce que c'est le bruit qui est plus important que l'objectif pour lui ? Je n'en sais rien. Mais c'est pas moi de juger. Après, ce qu'on devrait faire avec nos portefeuilles, c'est plutôt de revenir sur sur l'opposition qui est plus prudent. C'est pas... Parce que le problématique aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est la Chine et l'Europe et le Japon et autres n'ont aucun choix. Il faut qu'ils répondent. Et ça a été mis très au clair hier que toute réponse, ça serait assumé à une sanction plus importante. Donc, dans le cas des probabilités, on a un risque croissant non seulement de récession, mais aux États-Unis, peut-être aussi ici. Oui, c'est ça, oui. Le sujet est plus seulement la question de la récession aux États-Unis, c'est même l'idée d'une récession du commerce mondial et peut-être, d'une récession mondiale, ou en tout cas d'un net ralentissement de la croissance mondiale devant nous. Hein. Mais pour l'instant, c'est pas assez clair. Et de toute manière, ce qu'on avait vécu depuis janvier, et sans l'initiation de ce gouvernement, c'est que à 24 heures près, on n'est pas sûr de ce qui va être leurs objectifs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais Bill Ackman, qui est gérant de hedge fund et soutien de Trump, émet l'hypothèse, et pourquoi pas, puisqu'on en est tous là aujourd'hui, dans une négociation, parfois, la meilleure position est de passer pour un fou face à ses adversaires ou ses partenaires pour essayer d'en tirer le maximum. Non, mais je mets cette hypothèse également sur la table. Zacharia, sur la base des chiffres qui ont été communiqués, et encore une fois de la réaction du marché, si on se réfère au plan moyen terme de Donald Trump et de ses équipes, l'idée de retrouver un âge d'or américain, c'est un chemin qui peut prendre du temps et qui peut passer par une case que l'on appellerait récession. C'est ce que le marché est en train d'essayer de pricer aujourd'hui, Zacharia ? Un petit peu plus, mais clairement, il y a encore une belle marge. Par exemple, quand on voit en fait les anticipations de baisse de la Fed, des taux de la Fed, récession égale, la Fed vient à la rescousse dans une politique monétaire expansionniste pour soutenir l'activité. Aujourd'hui, avant cette séquence, on priçait 0 à une baisse des taux de la Fed. Avec ce risque qui montait, on en priçait plus. Aujourd'hui, on est à 4 baisses et demie. Mais 4 baisses et demie nous ramènerait vers quelque part un taux terminal à peine au-dessus de 3. Donc ça reste quand même autour du taux neutre. C'est-à-dire que finalement, la Fed ne viendrait que finir le processus de normalisation de sa politique monétaire. Donc on n'est pas encore dans un pricing de récession. D'ailleurs, si on regarde aussi le marché du crédit, on a des choses qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on a des primes de risque qui compensent par un ralentissement de l'économie, qu'on aura probablement. Rappelons-le qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la Fed révisait sa projection de croissance de 1,9 à 1,7 en 2025. Je pense qu'il y a encore de la marge, malheureusement. Mais de là à aller vraiment dans un scénario de récession profonde, on a encore une marge. Après, le risque, comme le soulignait Andrew, c'est le risque d'escalade. C'est-à-dire que l'Europe réagisse, ce qui ferait que les US réagissent derrière. Et là, on arriverait dans un schéma qui va être beaucoup plus compliqué pour la consommation, pour l'investissement et globalement pour la confiance. Et c'est ça le risque extrême dont la probabilité augmente de jour en jour. Ouais. Je me permets juste de revenir sur le point sur l'annulation du déficit bilatéral. C'est très... En fait,
ça pousse en tant qu'investisseur à questionner la rationalité de cette administration, parce que d'une part, ça n'a aucun sens d'avoir zéro déficit commercial avec tous les pays. Si on prend un exemple caricatural, mais juste pour illustrer la chose, c'est que les États-Unis, c'est parmi les plus gros importateurs de café. Ils ne vont pas commencer à planter des graines de café ou des fèves de cacao également. Donc, on n'est pas dans cette situation-là. Et aussi, en fait, si on raisonne aussi d'un point de vue macroéconomique, en gros, le déficit commercial, il y a en face un flux financier qui est important, qui finance le déficit. Donc, s'il veut vraiment en fait arriver à ce zéro-là, ça se traduit par soit augmenter les taxes, je pense que c'est pas à l'ordre du jour, soit augmenter massivement le taux d'épargne, ce qui ne serait pas très très bon pour la consommation. Ouais, bien sûr. C'est pas trop dans l'ADN du consommateur. Du ménage américain, voilà, oui, qui est plutôt hédoniste de ce point de vue-là. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc on a du mal à lire de façon rationnelle dans D'où l'hypothèse de Bill Ackman. Non mais enfin, on revient à l'idée de pourquoi et des objectifs. Sur le pricing de récession, il y a encore l'idée que, alors, si ces tarifs ont été annoncés, ils ne seront peut-être pas permanents, ou en tout cas permanents à ces niveaux-là. Ça fait remonter la barrière douanière moyenne autour de 20%, peut-être aux États-Unis aujourd'hui. Alors il y a différentes estimations, mais on se balade autour de 20%, ce qui est monstrueux, monumental. Enfin, je veux dire, il faut revenir des décennies en arrière pour retrouver ça. Donc, le marché a toujours en tête que ça peut aussi être un levier de négociation, et que qui dit négociation dit terrain d'entente, compromis, et donc au final des barrières douanières qui pourraient se retrouver un peu plus basses à l'arrivée. Oui, clairement. D'accord. Clairement. Et aujourd'hui, en fait, on price un peu plus cette nouvelle qu'on attendait moins agressive. Ouais. Mais on a une baisse des marchés actions, on a des baisses des taux d'intérêt, des écartements de primes de risque de crédit, mais qui traduisent plutôt que on prend un choc spot, à aujourd'hui, mais on est toujours dans un scénario où dans quelques mois, ces barrières n'existeront plus, ou en tout cas pas sous cette forme, ou pas aussi élevées que c'est le cas aujourd'hui. Peut-être l'exception, c'est la Chine, parce qu'il avait, dès le début, targeté les 60%. Si on fait un peu de calcul... oui. Avec les tarifs de la première guerre commerciale, voilà, on est à 60, là. 60 environ, plus peut-être sur le pétrole vénézuélien, sur les importations, on serait pile poil aux 60. Ouais. Mais sur les autres économies, on voit mal... en tout cas, le scénario aujourd'hui, c'est plutôt qu'on aille dans une logique de négociation. On peut penser que, comme la négociation avait un peu plus avancé avec le Canada et le Mexique, on voit qu'aujourd'hui, ils sont... C'est pas la même base, c'est pas la même justification. Voilà, là, c'est sécurité nationale, les déséquilibres commerciaux font peser un risque pour la sécurité nationale. Canada et Mexique, c'est beaucoup plus spécifique sur le fentanyl et l'alimentation de l'immigration illégale. Mais du coup, ça vient alimenter cette logique comme quoi il y a une base des négociations et qu'au final, la finalité, c'est la négociation. Un qui s'en sort très bien, c'est le Royaume-Uni aussi. Je crois qu'ils n'ont que 10%, c'est-à-dire le droit universel pour accéder au marché américain, parce que Keir Starmer a tout de suite laissé envisager que les taxes sur les GAFAM au Royaume-Uni, pourraient être abaissées. Ça, c'est le début. Oui, c'est le début. Il a besoin d'avoir un ami actuellement. Oui. Donc la relation spéciale. Un peu plus soft, mais je vois aussi que le Guadeloupe et la Martinique aussi profitent. Oui, j'ai vu 10%. 10%, oui. Peut-être ça sera quelques incongruités, effectivement. Et puis l'île où il y a des pingouins, c'est ça. Et puis il y a l'île où il y a les pingouins qui est taxé aussi. Voilà, tout à fait. Où il n'y a même pas un port. Il faut bien. Il y a 180 pays dans le monde. Il faut bien faire la liste de tout le monde. Julien, ça veut dire quand même que le pic de l'incertitude, il est peut-être pas encore là aujourd'hui pour les investisseurs. Ce cadre-là, quoi qu'on en pense, il peut être encore très mouvant. Ah bah oui, clairement. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. Évidemment, la logique d'escalade, elle est très présente. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Allemands ont réagi assez vite, en tout cas pour l'Union européenne. C'est peut-être ça le point clé, puisqu'on sait qu'ils sont plus atlantistes que peuvent l'être les Français. Donc l'Union européenne toujours reste dans la même dynamique de dire on va négocier. Bon, on comprend très bien que la négociation va quand même être assez complexe. Voilà, par rapport à ces objectifs, je pense qu'aussi il y a des objectifs plus court-termistes. Les États-Unis ont un gros déficit. Il a un objectif, c'est de baisser les impôts pour les très riches et pour les entreprises, donc pour lui, indirectement.
Et donc, comment on augmente la fiscalité sans qu'il y ait une levée de bouclier ? Finalement, les droits de douane, c'est plutôt assez malin parce que vous emmenez les classes populaires. C'est une TVA, entre guillemets, qui ne dit pas son nom puisqu'on fait croire qu'elle est payée par les autres. Ouais. Et puis, ça rentre de l'argent dans les caisses. Et puis, ça permet de faire passer, par derrière au Congrès, des baisses d'impôts. Voilà. Bon, ceci dit, ça c'est plus de la politique, mais pour revenir... Non, mais ça fait partie des objectifs explicites, en tout cas soutenus par certains membres de l'administration Trump. Les tarifs sont équivalents aux baisses d'impôts les ressources qu'amèneront les tarifs sont équivalents aux baisses d'impôts qu'on délivrera dans un prochain temps pour les Américains. D'ailleurs, c'est des demandes qu'on voit dans les médias américains. Maintenant qu'on a fait ça, il faut avancer très vite sur les baisses d'impôts. Oui. Voilà, donc je ne suis pas sûr que les classes populaires qui ont élu M. Trump soient les grands gagnants de cette histoire, mais en tout cas, bon, voilà, c'est la situation. Mais non, mais attends, ce qui est inquiétant, ça veut dire que c'est un garde-fou à un moment, parce que c'est la question qu'on va se poser. Le revirement de l'opinion, c'est quelque chose... Alors, c'est pas aujourd'hui. Et puis j'imagine qu'il y a encore de la marge pour mettre sur le dos de l'administration précédente les problèmes du moment, mais cette course-là, ça va être aussi un peu une course contre la montre pour Donald Trump. Le vrai sujet pour lui, c'est qu'il a été élu sur la lutte contre l'inflation, en tout cas auprès des classes populaires. Très clairement, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse qui va se passer. L'inflation va augmenter. Alors, on leur fait rêver sur un retour de l'emploi, etc. Mais on le sait tous, autour de cette table, on en parlait pour le café, mais plus simplement pour une usine, ça ne se décrète pas de construire une usine du jour au lendemain et puis de produire, puisqu'il y a plein d'enjeux, il y a des questions de fournisseurs, etc. Donc, tout est beaucoup plus complexe, malheureusement. Donc, tout ça va mettre du temps. Donc, mon sentiment, en tout cas, c'est personnel, c'est que malheureusement, la classe populaire va avoir l'impact inflationniste bien avant de voir les bénéfices. Et donc, je pense et j'espère, que le retour de la base électorale pourra peut-être le ramener à des choses un peu plus rationnelles, si je puis me permettre de le dire. Oui. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, donc je dirais que c'est un peu le dernier garde-fou qui nous reste. Parce que là, effectivement, on est parti dans des logiques d'ego. Et donc l'ego, on sait tous, c'est très mauvaise conseillère. Ça peut, on peut se perdre là-dedans. Très, très mauvaise conseillère. Donc finalement, la confiance, de toute façon, elle est déjà perdue, puisqu'on le voit depuis le mois de janvier. La consommation américaine est plutôt un peu en souffrance. Tous les indicateurs de confiance sont à la baisse, le Michigan, Conference Board, etc., etc. Les anticipations d'inflation ont explosé. Pour les plus Chez riches, les ménages, pas dans le marché. Alors, certaines entreprises aussi, quand même. Ouais, d'accord. Les entreprises, l'anticipation des prix dans le Michigan était aussi très élevée. Oui, chez les ménages. Dans le marché. Mais les break-even n'ont pas, les break-even long terme n'ont pas tellement bougé. Non, mais ils n'ont pas bougé beaucoup non plus en 2022, mais c'est pas un très bon indicateur. C'est pas. Et puis pour finir, pour finir, donc on voit déjà que cette consommation est en souffrance. Pour les plus riches, ils voient les marchés s'effondrer et c'est leur bas de laine avec leur retraite où ils avaient l'habitude de piocher dedans, puisque de toute façon, comme le marché faisait que monter, ça aidait la consommation. Donc sur ce point-là, moi je suis pas très très confiant sur les prochains mois, parce que combien même il revient en arrière. Quand la confiance est cassée, bien sûr. Évidemment, ça prend un peu de temps à repartir de l'avant. Bien sûr. Alors, oui. Je voulais juste souligner, par rapport justement aux anticipations de marché nous, investisseurs, on utilise en général, c'est du 10 ans ou du 5 ans qui ont très peu bougé, en fait, même en 2022, justement. Donc l'inflation anticipée par les marchés. Exactement. Mais ça, c'est une période longue. C'est-à-dire, ça nous sert à dire est-ce qu'il y a un désancrage des anticipations d'inflation ? Est-ce que l'inflation est sous contrôle ou hors de contrôle. Mais après, il y a l'inflation qui est très courte, qu'on utilise un peu moins en tant qu'investisseur. Et là, pour le coup, ça ne fait que monter depuis l'élection. Un an dans un an, 2 ans dans 2 ans, etc. Ça monte, ça. Voilà. Ouais. Donc là, on était revenu sur ces niveaux, cette inflation un an, on était revenu moins de 3% avant l'élection de Trump. Là, aujourd'hui, en gros, ça reflète une anticipation d'inflation sur 2025 autour des 3,7%. C'est beaucoup. C'est beaucoup, même par rapport à l'inflation spot. Donc en fait, ça price quelque part, ça prend en compte une partie de ces barrières douanières. Ce qu'il a annoncé hier, en gros, ça se traduit grosso modo par une inflation sur 2025 entre 4 et 4,2%. Donc c'est pas un pricing à 100%. En moyenne oui, voilà. Sur les 12 mois, pas au Q4. Sur 12 mois. Voilà, exactement. Et du coup, ça veut dire quelque part que il y a un pricing de marché, mais il y a aussi
qui prend en compte en fait ces hausses douanières, mais ça traduit aussi qu'on pense que ça va être temporaire ou que ça va pas être appliqué à 100%. Ah ouais. Et du coup, c'est ça. On voit en fait cette jauge-là en plus qui peut permettre d'aider en fait à court terme de voir ce qui est vraiment anticipé. Ouais. Andrew, le quantum de baisse de taux a quand même monté depuis hier. Alors, on le disait, peut-être que 4, 4,5 baisse de taux de la Fed, c'est ni un pricing de récession, mais c'est plus le pricing non plus qu'on avait avant de ce no lending un peu exceptionnel pour l'économie américaine. La Fed, elle peut trouver des arguments et des marges de manœuvre, j'allais dire, là, tout de suite. La prochaine réunion, c'est 6-7 mai pour la Fed. Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce que c'est les meetings d'après qui seront des meetings ouverts, comme on dit ? Non, je crois que c'est trop tôt pour que la prochaine réunion soit un meeting ouvert. Les dernières communications étaient très claires, qu'ils attendent beaucoup plus d'informations sur l'inflation. Ils ne sont pas encore inquiets, sur le parti emploi, mais l'inflation pose problème. Le 2 ans point mort d'inflation est monté de 1,50 à 3,40 depuis septembre. Okay. C'est pas anodin. Non. C'est un instrument de marché. C'est un problème pour la Fed. C'est un problème pour la Fed et il n'y a rien aujourd'hui, ce qui va le dire que ça va rebaisser très vite. Surtout avec la baisse du dollar qu'on a depuis hier. Donc c'est normal que les grandes entreprises ils en profitent parce qu'ils sont à l'export, mais les petits... ils n'ont pas d'export de même manière. Donc ça explique un peu les différences avec la confiance qui attaque les marchés aujourd'hui. Mais pour que la Fed soit dans une position de baisser leur taux de manière agressive, il faut qu'il y ait une récession. Les yeux dans les yeux. Il faut qu'on la voie les yeux dans les yeux. Important de marché d'emploi. Ouais. Bon, il y a l'NFP demain. C'est un peu tôt pour avoir des choses très claires là-dedans, mais tout autre indicateur, à part la partie manufacturée, sont très positifs pour l'instant. Ouais. Ça reste positif. C'est clair qu'entre le data constaté du réel, ça reste élevé. Le sentiment est très compliqué. Mais on a vécu ça en 2023 aussi. Hein. Non, on n'était pas les seuls à attendre une récession qui ne s'est jamais présentée. Oui, bien sûr. Parce que le manufacture était sous pression, parce que les sentiments étaient mauvais. Mais ça s'est jamais produit. Bon, la situation est un petit peu plus compliquée, c'est plus critique aujourd'hui. Mais pour que le Fed passe à... Moi, je dirais, dans les discussions que j'ai eues avec mes collègues aujourd'hui, on est autour de 50% de récession qui était probablement, en début de l'année, probablement à 20%. Donc, oui, c'est croissant et c'est significatif. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, beaucoup va dépendre aussi de la manière dont les entreprises se comportent face ou avec ces tarifs. La question étant de savoir, entre les entreprises qui vont exporter sur le marché américain, les entreprises américaines qui importent sur leur marché et le consommateur final, comment la charge peut se répartir ? La première guerre commerciale, de ce que j'ai compris, le consommateur a pris quand même au moins 80% de la charge, quoi, pour dire les choses assez simplement, si ce n'est plus. Est-ce que c'est encore l'objectif des entreprises aujourd'hui ? Est-ce qu'elles ont encore cette capacité ? Ou est-ce que la charge peut se répartir différemment ? Elles vont essayer naturellement, puisqu'elles sont optimistes comme les investisseurs, qui pensent qu'il peut devenir rationnel très rapidement. La preuve, aujourd'hui, on savait ce qui allait arriver plus ou moins. Bon, certes, c'est plus élevé, mais on savait que ça allait arriver. Et finalement, le marché a quand même été extrêmement déçu. Donc je pense que les entreprises, elles vont faire des annonces, bien sûr, parce qu'il faut se faire bien voir. Donc il faut faire... D'ailleurs, il s'est amusé à énumérer tous les investissements qui allaient arriver aux États-Unis. Oui. Donc il y aura certainement des effets d'annonce. Maintenant, si elles estiment, comme beaucoup de gens, qu'il va devenir très vite rationnel et que tout ça sera derrière nous dans quelques mois, elles n'ont pas forcément intérêt à se précipiter. Mais encore une fois, c'est une question je dirais, c'est la même question qui se pose. C'est si on considère que ces droits de douane, en tout cas une partie, sont temporaires, c'est la compétitivité de construire une usine aux États-Unis. Est-ce que ça fait sens ? Donc il y a des industries où, oui, cela fera sens, et d'autres, pas du tout. Donc je pense que dans un premier temps, oui, c'est le consommateur qui va... Les entreprises vont essayer de passer au maximum ces premières hausses de tarifs. Ça me paraît assez évident qu'elles vont essayer. Après, est-ce qu'elles y arriveront dans le contexte qu'on vient de décrire ? C'est une autre histoire.
Mais en tout cas, naturellement, elles vont essayer. Et l'histoire nous montre, en tout cas, parce que là, on parle de ça, on peut parler de l'inflation aussi post-Covid. Elles ont passé, sans parler de guerre commerciale, elles ont passé massivement des hausses de prix et amélioré leur marge dans la situation. Donc, j'ai du mal à voir un scénario. Un comportement différent, quoi. Il n'y a pas de raison objective, en tout cas. Et c'est, encore une fois, les investissements, c'est du très long terme. On attend, par exemple, pour le secteur pharmaceutique, les droits de douane qui vont être mis en place. Mais construire une usine de médicaments, c'est quand même des process très longs, très complexes. Alors, il a dit que la FDA serait plus souple. Bon, c'est vrai que... pardon, la FDA, excusez-moi. L'industrie du médicament, pardon. Oui. Mais finalement... comme ils sont de moins en moins nombreux, puisqu'il est en train de tous les licencier, on peut se demander comment ils vont pouvoir être plus rapides. Mais bon, voilà, tout ça est... C'est vrai qu'on a vu, là, c'est l'enquête Challenger Cuts, les job cuts Challenger, oui, ça monte violemment quand même. Ouais. Puis alors, on m'expliquait hier, donc il y a des confrères, enfin Barclays, a une granularité sur les cartes de crédit très très fines, et visiblement autour de Washington, les cartes de crédit chauffent beaucoup moins depuis, depuis quelques semaines et depuis quelques mois. Sur la réponse du monde, entre guillemets, zone euro, Chine, encore une fois, vous le soulignez, et bon, on verra de quoi l'avenir est fait, mais le risque économique le plus douloureux, c'est l'escalade, quoi. C'est-à-dire répondre œil pour œil, dent pour dent, industrie par industrie, etc. Et en même temps, politiquement, c'est compliqué de rien faire. Effectivement, oui. Alors c'est très intéressant que vous citiez l'exemple de la Chine, parce qu'aujourd'hui on parle de la faiblesse du dollar, que le dollar se déprécie contre toutes les devises. Tous, non, il y a le yuan qui a fixé un tout petit peu plus bas cette nuit. Et si on rentre dans la même logique que la guerre commerciale qu'on a connue il y a quelques temps, on peut voir, en fait, en gros, le yuan, en fait, jusqu'à là, sur les 2 derniers mois, il a fait que s'apprécier, réverser une baisse qu'il a eue depuis l'élection de Trump. Et là, en fait, on peut se demander si ce mouvement de change n'est pas là pour compenser une partie la mise en place de barrières douanières. Concernant l'Europe, la question... Donc oui, en Chine, il y a aussi question d'un plan de relance, ce qui explique peut-être que les marchés n'ont pas autant réagi à ce qu'on aurait pu s'attendre par rapport au niveau des droits de douane qui sont annoncés. L'Europe, la question, pour mon point de vue, le challenge qui va être, est-ce que l'Europe va répondre de façon unitaire ? Est-ce qu'il reste dans une réponse dans l'unité, ou si il y a pas mal d'accords bilatéraux, auquel cas, en fait, le process de négociation va être compliqué. N'empêche que, en fait, il y a plusieurs secteurs où effectivement on parlait d'augmentation des prix. Les secteurs où le pricing power est faible, on voit mal comment en fait ils peuvent faire passer les prix. En tout cas, ils vont perdre fortement en compétitivité par rapport à d'autres produits s'il n'y a pas le pricing power. On voit par exemple sur le secteur auto, on voit des réponses différenciées entre les voitures de luxe, où c'était Jaguar qui a annoncé Jaguar de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, qui a dit si c'est plus 10, on mettra plus 10. Et puis oui. Ferrari, oui, pas de problème. Il pourrait même mettre plus 20, ça partirait quand même. A contrario, plusieurs autres entreprises ont annoncé que on va voir comment construire des usines, sachant que ça ne les engage pas trop, comme vous le soulignez. Mercedes laisse entendre qu'effectivement, ils pourraient remettre des usines. Sur l'horizon d'investissement pour construire une usine, je pense qu'ils comptent un mandat 4 ans, ils vont s'en sortir avant de réaliser cela. Point intéressant aussi, j'aime beaucoup suivre Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, avec l'idée qu'elle a bien compris Trump, peut-être que je me trompe. Et là, elle a communiqué sur l'idée qu'elle soutiendrait le secteur automobile allemand, tous les German manufacturers qui sont implantés au Mexique, effectivement, et elle va essayer de les intégrer dans le cadre de l'accord de libre-échange États-Unis-Mexique. Aujourd'hui, les produits qui sont couverts par cet accord de libre-échange sont exemptés pour le Mexique et le Canada. Donc elle veut intégrer les producteurs allemands automobiles de pièces détachées dans le cadre de cet accord de libre-échange pour leur faciliter un peu la vie, quoi, et pas détruire non plus. C'est assez malin en fait. Bien sûr. C'est un mouvement qui est très très malin parce que d'une part, il se met pas à dos Trump en disant il n'y a aucune rétorsion de notre part vis-à-vis des États-Unis. D'autre part, elle offre une
porte de sortie aux producteurs européens en récupérant de la production locale. Très smart. Pour un pays qui... Très smart, Claudia Sheinbaum, je effectivement. trouve. Et c'est un peu compliqué quand les voitures, ils font 3-4 allers-retours pendant la période de production, ça cumule quand même. Parfois 12. J'ai entendu qu'une pièce détachée pourrait faire jusqu'à 12 fois traverser la frontière. Ça n'a pas de sens. Mais les Européens, ils arrêtent d'envoyer les petites voitures, il n'y a pas de marge. Donc, Non. Oui, voilà, ouais, effectivement. ça, Stellantis, c'est vrai. Stellantis, d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils mettaient en Il y avait pause deux déjà usines. 900 licenciements là. Et 900 Américains. Oui, qui sont aux aussi, ouais. États-Unis. Ouais. Ouais, ouais. Puisqu'on parlait des banques centrales, alors bon, si pour la Fed le chemin n'est pas encore tout à fait clair, il faudra peut-être un peu de temps pour justement avoir une trajectoire, une stratégie plus précise du côté de la Fed. En revanche, côté Banque centrale européenne, il n'y a pas d'hésitation sur la réunion du 17 avril, je crois. Il y a beaucoup d'hésitations. Ah, il y a beaucoup Justement, le d'hésitations. problème. Ah, d'accord. Ah bah, Oui. le- Bah, je pensais que là, avec la chute Bah, du pétrole, la hausse de l'euro, là, il y c'est avait la plus de... communication anonyme dans l'ensemble qu'on a depuis 15 jours, c'est catastrophique. Mais c'était avant les À mon tarifs. point de vue, c'est catastrophique, Ouais. c'est pas possible. Ils sont en train de mettre en question l'idée qu'ils vont baisser les taux au mois d'avril. Ils ont besoin d'un pause. Sur quelle base? Je n'ai aucune idée. L'inflation baisse, l'activité n'est pas florissante. On a les tarifs qui sont tapés et l'euro-dollar est à 1,11. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'ils attendent? Bah oui. C'est maintenant leur C'est leur moment, quoi. priorité. Ils n'ont qu'un seul mandat, donc il y a un problème avec ce mandat. Il faut y aller. Ah ouais. Et il faut taper fort. Parce qu'on a la capacité en Europe au moins de faire une réponse unanime par la BCE. Et je crois qu'au niveau politique, ça va être pareil, parce qu'on l'a vu aujourd'hui déjà, la France et l'Allemagne se réunissent pour avoir une réponse collective qui va être à emmener l'ensemble de l'Europe. Bah, la BCE, ils ont leur part à jouer. Et donc, c'est aujourd'hui. Bah, c'est... Le marché compte dessus quand même, même si au sein du gouvernement, enfin du conseil des gouverneurs, ça peut discuter, le marché... Le marché, il est partagé. Ah bon? C'est ça qui. Et je pense que c'est effectivement une conséquence de cette communication qui est quelque part chaotique. Mais c'est l'inconvénient. C'est l'avantage et l'inconvénient d'avoir autant de personnes autour de la table. Mais il y a certains banquiers centraux qui sont dogmatiques. Monsieur de l'Autriche, Holtzmann, 2 ou 3 autres très hawk, qui sont plutôt dans cette logique de non, l'inflation n'est pas encore aux 2%. C'est le mandat unique. Il y a peut-être une relance fiscale. Il n'y a pas de discipline fiscale en Europe. Donc, il ne faut pas baisser les taux d'intérêt. Mais ma conviction, c'est qu'ils vont être rattrapés par la réalité. C'est-à-dire que autant aux États-Unis, la Fed a ce dilemme entre les enquêtes d'opinion et les données dures. Ouais. Autant cette dichotomie n'existe pas en Europe. Là, c'est... L'argument qu'ils peuvent utiliser, c'est de dire on va attendre de voir la réponse de l'Europe. Parce que, comme vous dites, ça peut changer aussi la donne. C'est-à-dire, si l'Europe se met à élever elle-même ses barrières tarifaires, œil pour œil, dent pour dent, etc., non seulement on a un choc de demande pour les exportateurs américains côté US, mais on va avoir un choc d'offres chez nous avec des prix qui vont remonter aussi pour des produits dont on ne pourra pas se passer. Non, mais oui, non, mais c'est une réflexion à avoir. Mais globalement, aujourd'hui, pour qu'on aille dans une logique d'inflation qui soit hors de contrôle, il y a de la marge. Par contre, et justement, en fait, c'est ça qui est perturbant, c'est asymétrique. C'est qu'en fait, ils étaient dans une communication qui dit, finalement, nous, notre lecture, c'est que l'impact sur l'inflation des barrières douanières va être un one-off, c'est-à-dire transitoire, alors que l'impact sur la croissance va être permanent. Et du coup, si on voit un impact permanent sur la croissance, quelque part, c'est déflationniste à terme. Et du coup, en fait, on ne comprend pas pourquoi ils se mettent dans cette logique de cette inflation spot, sachant qu'à une réaction à politique monétaire, il y a un écart, il y a un déphasage dans le temps de l'impact qu'il va avoir, et on est sur un horizon plus long. Il y a des effets d'inertie, de délai, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Si on en revient au marché, Julien, alors... Bon, comment on navigue? Où est-ce qu'on se réfugie, là? C'est un peu la question. Donc, bon, les obligations souveraines américaines et les obligations souveraines en général servent de refuge. Le dollar, beaucoup moins. C'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir depuis un trimestre une baisse conjointe et des actions américaines et du dollar. Et ça s'accentue encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, comment on navigue dans ce champ de mine? Ça veut dire qu'on s'inquiète pour l'économie américaine, tout simplement. Ouais. Donc, je dirais que malheureusement, que le dollar ne sert pas de refuge. Je n'ai pas de recette miracle à ce stade. Je dirais que non, notre position, elle est assez claire, c'est prudence.
On a plusieurs semaines d'escalade. Après, on va voir les publications des entreprises, plus Outlook, qui, à mon sens, ne peuvent pas être formidables, a priori, au vu du contexte. Donc, on a du mal à voir, en tout cas, des points d'entrée. Alors, certes, ça a baissé, mais sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés. S'il y en a, ils sont plus bas. En tout cas, sur les actions, oui, Ouais. c'est notre sentiment. Donc, il est urgent d'attendre, de notre point de vue. Et puis, vous connaissez le vieil adage, ramasse pas un couteau qui tombe. Non, ouais. Donc là, pour l'instant, on pense qu'il n'y a pas d'urgence à y aller, même si effectivement, on aura de la volatilité selon le discours qui peut tenir à tout moment. Mais c'est pour capturer des petits rebonds. Enfin, je ne peux pas imaginer, vu l'ampleur des annonces et le nombre de zones concernées, que ça va être résolu en quelques jours. C'est totalement illusoire de le croire. Et on n'est pas encore en bear market, enfin, si c'est le Exactement. consensus de marché de la baisse de 20%, on n'est pas encore en bear market Exactement. sur de grands indices américains. Le Russell 2000 revient en bear market, Oui. 20% de baisse par rapport au pic récent. Intéressant d'ailleurs. Le Les Nasdaq mid-cap, aussi. le Nasdaq aussi. Les mid-cap et la tech sont les segments les plus affectés du marché américain. Oui, tout à fait. Donc, et puis, la tech, évidemment, la problématique de l'électronique qui vient de l'Asie. Comment est-ce qu'on va transformer tout ça? Quelles vont être les ventes d'iPhone avec des drawdowns aussi importants? Enfin bon, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et puis, de toute façon, on avait déjà ce sujet-là. C'était que les 7 magnifiques, pour faire court, avaient une telle surcroissance par rapport au reste du marché que ça va expliquer aussi les multiples très significatifs. Or, cet event, de toute façon, on savait que leur croissance allait être moins formidable, moins magnifique dans les prochains trimestres par rapport au reste du marché. Et donc, c'est un dégonflement de valorisation dans un premier temps. Et on n'est pas sur des niveaux... on est sur des moyennes historiques, en fait. Donc, il n'y a rien d'aberrant en termes de valorisation. Et si on rentre dans quelque chose de plus dur, on parlait des probabilités de récession sur Polymarket, qui a fonctionné sur les élections, on est à 47% de probabilité de récession. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je vous le dis. Non, mais dans le cas d'une récession US, c'est pas 10-15% de baisse qu'il faut attendre du marché action, quoi. Il y a un peu de correction à attendre. Donc voilà, sauf si effectivement les banques centrales, comme d'habitude, agissent très très vite. Mais on l'a dit, le sujet de la Fed, c'est qu'elle se retrouve un peu coincée. Hors effet inflationniste, évidemment qu'elle aurait été là pour soutenir le marché. Dans l'environnement qui se présente, compliqué de tenir une position très ferme. Alors la solution, on en a parlé tout à l'heure ensemble, mais c'est de faire partir Jérôme Powell et mettre quelqu'un de plus conciliant qui va baisser les taux très rapidement. Mais bon, voilà, on n'en est pas là encore. Ouais. Je suis pas sûr que ça serait super fort pour le dollar. Ouais. Ni les jeux. C'est Elon Musk qui a eu la semaine dernière End the Fed. Il veut terminer la Fed. Voilà, il le dit en public. Voilà, ça l'amuse. Non mais bon. C'est Musk. Voilà. Le jour où on entend ça dans l'administration américaine, ça devient plus compliqué, j'imagine, pour les marchés. Dans une gestion multi-asset diversifiée, déjà, est-ce que l'idée, quand même, parce que c'était la grande idée du premier trimestre, cette espèce de rotation out of the US, on sort des États-Unis, les flux sortent des États-Unis parce que marché trop cher, parce que Trump arrive et que finalement le reste du monde peut retrouver de l'intérêt. Ça reste valable, ça, ou est-ce que c'est un narratif beaucoup plus compliqué maintenant que la guerre commerciale semble généralisée? Par rapport à la différence que ça fait depuis 2 ans, oui, il reste encore... D'accord. Il reste encore actuel. Nous sommes tous retrouvés avec des pondérations US extraordinaires dans nos portefeuilles qui sont plutôt destinés à des clients européens. On était très contents pendant que le dollar se portait bien. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, il y a encore du gras à couper si la confiance ne revient pas sur l'objectif de la politique commerciale de l'administration de Mais cette Trump. confiance, elle peut revenir vite? Enfin, je veux dire, ça a été tellement abîmé en 75 jours. Je crois que la mémoire dans les marchés, c'est assez courte. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, on a subi une volatilité intraday élevée. Il suffit de 2-3 jours, les gens se retrouvent de confiance et on repart. La confiance n'est pas encore atteinte fondamentalement. Structurellement, d'accord. Structurellement. D'accord. Par contre, s'il y a un événement supplémentaire comme le départ de Powell en anticipé, il va partir dans 12 mois. Quoi. Oui, il part en 26. Mais oui. ça peut être un clé pour que
tout ça, ça prend une autre amplitude. Qu'on se pose des questions un peu Ouais. plus fondamentales sur le dollar et la part d'une allocation sur des actifs américains et sur des actifs américains en général. Ouais, ouais. Il y a une portion significative des investisseurs américains qui sont déjà en sonné l'alarme sur les treasuries. On est plutôt étonné par le comportement des treasuries depuis quelques jours, depuis quelques semaines même, parce qu'avec un profit de l'inflation tel qu'elle est, c'est extraordinaire de voir un tel mouvement d'aversion au risque. Ok, la première chose qu'on achète, c'est ça, mais je crois que le monétaire a des niveaux aujourd'hui avec une Fed qui va probablement être contrainte d'aller plus lentement que le marché entier. Ouais, je comprends. C'est un endroit intéressant, donc de réduire. Bon, nous préférons prendre la duration en Europe, même si on est déçu par le comportement BCE. Ça va venir. Peut-être ils nous ont caché un choc. Un 50 points de base pour le 17 avril, ouais. Il est bien caché alors. Ils ont bien caché le jeu, mais ça c'est aussi le rôle. Oui. On peut remonter dans le temps quand on était un petit peu plus jeune. On avait un Bundesbank qui adorait ça. Donc qui avait cette capacité de surprendre. Ah ouais. Et on est devenu trop prédictible. Prédictible. Ouais, on c'est s'était ça. conforté avec la communication qui nous disait ce qu'il fallait faire. Non, mais il faut. Peut-être c'est cela ce qui nous réserve pour l'instant. C'est quand même rassurant encore, Zakaria, de voir les treasuries servir de valeur refuge. C'est ce que je disais tout à l'heure, voir une baisse des actions, enfin une baisse du dollar américain et une baisse des actions, alors baisse des actions d'accord, mais baisse du dollar alors qu'on est dans un moment de risk-off, de stress. Il manquerait plus qu'on n'ait pas de rallye sur les treasuries américains. Et là, waouh, c'est compliqué comme histoire, quoi. Non, mais ça aide à avoir une lecture de pourquoi on a cette baisse des actions et du dollar. Je rejoins Julien là-dessus. C'est que au final, en fait, on s'inquiète pour la croissance US. Et du coup, on se dit, la Fed va baisser plus, c'est tôt. Et ce différentiel de taux d'intérêt qui vient finalement en fait faire baisser le dollar. Mais du coup, le dollar baisse parce qu'on pense qu'en relatif, les États-Unis vont souffrir plus que les autres zones. Et c'est peut-être là où il y a un peu de prudence à avoir. C'est que, en gros, en fait, typiquement, quand Trump est venu, on avait le Trump Trade où sur le marché du crédit, ça coûtait la même chose d'assurer un émetteur américain qu'un émetteur européen. Aujourd'hui, on peut appeler ça le Trump Premium, la prime de risque Trump. En gros, il y a 70 points de base en plus pour assurer un émetteur américain par rapport à un émetteur de européen. Même qualité. Oui, mais si vraiment les États-Unis vont vers une vraie récession, j'ai du mal à voir dans le monde à l'intégrer aujourd'hui comment d'autres zones pourraient éviter cela. C'est là notre point d'attention en valeur relative le plus important qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là pour le jour d'après la libération des États-Unis. Andrew Etherington, directeur de la gestion diversifiée d'AXA IM, Julien Kistrebert, gérant chez Taylor Asset Management, et Zakaria Darwish, responsable des solutions taux et crédit chez CPR Asset Management, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Ce quart d'heure est consacré ce soir aux annonces tarifaires de Donald Trump. Hier soir, on est le jour d'après Liberation Day. Et c'est Jean-Jacques Ohana qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet avec l'aide et les outils d'intelligence artificielle pour décrypter les mouvements de marché. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Vous êtes consultant indépendant, membre du board de la FinTech AI for Alpha, avec effectivement des modèles d'IA qui permettent d'identifier des signaux de marché et qui nous aideront peut-être à y voir un peu plus clair dans cette journée un peu compliquée. Trump sacrifie les marchés pour sauver la manufacture américaine. C'est ça votre point, Jean-Jacques, là. Oui, alors je me suis aidé aussi du Generative AI pour essayer de comprendre en fait les narratifs et de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Parce que finalement, au-delà des marchés, des tendances de marché qu'on étudiera tout à l'heure, en fait, il faut bien comprendre quel est finalement le narratif de ceux qui mettent en place cette politique et quelle est la compréhension des investisseurs par rapport à cette politique pour bien comprendre, pour bien décrypter la situation. Et en effet, finalement, quand on analyse premièrement ce que dit Trump, là d'où vient J.D. Vance, qui est le vice-président, ce que dit Scott Bessent, qui est le secrétaire d'État au Trésor. En fait, d'abord, Trump le dit finalement depuis plus d'un mois,
ils sont prêts à sacrifier la bourse. Parce qu'en fait, à un moment, Trump avait répondu à une émission, ne regardez pas à court terme. La Chine a un horizon de temps de 50 ans. Sous-entendu, moi, je m'en fiche s'il y a une correction de 10-20%. Ça veut dire que dans ce Trump 2, il a changé radicalement dans sa relation au marché. Parce que le Trump 1 était obsessionnel des marchés. Il regardait au jour le jour les marchés, il faisait des commentaires et il ajustait sa politique en fonction des marchés. Désormais, le pouls de Trump a disparu. Et il est, en tout cas, il est loin. Il est plus loin. Il est en Beaucoup dehors plus de loin. la monnaie. Ah ouais. Donc aujourd'hui, ça c'est une première composante. Scott Bessent a dit la correction des bourses est due à un problème des 7 magnifiques et non à une erreur de politique de la part de l'administration Trump. Ouais. C'est une bulle de valorisation qui se dégonfle, quoi. Voilà, et aussi, sous-entendu, c'est dû à leurs pratiques. Ouais. Voilà, notamment peut-être Apple et d'autres. Donc ça, c'est un premier point qui est essentiel. C'est qu'en fait, cette administration, en tout cas dans son début de mandat, a peut-être des intentions plus long terme, mais ils sont prêts à avoir une correction boursière et peut-être même qu'ils sont prêts à une récession. Parce qu'en fait, ils veulent baisser les taux, ils veulent que les taux baissent. C'est pas si facile que ça de forcer la main de la Fed. Ils veulent peut-être faire baisser le dollar aussi. Ouais. Et peut-être qu'après, ils veulent utiliser finalement ces atouts dans la suite de leur mandat. Donc déjà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, et ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'en analysant ce que disent le bruit du web, c'est que ces tarifs n'ont rien de permanent. C'est un levier. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme une partie de poker, en fait. Finalement, il abat ses cartes et il dit voilà. C'est des tarifs réciproques. Bon, après, on pourra toujours contester les chiffres, etc. Mais il y a une notion de réciprocité. Vous mettez des tarifs, moi je mets la moitié. Vous baissez les tarifs, je baisse aussi, potentiellement. Et on voit qu'il y a plusieurs pays asiatiques, notamment, on voit peut-être la Thaïlande, la Corée du Sud, et probablement d'autres qui vont arriver, qui vont beaucoup négocier, en réalité. Et donc, il n'est pas du tout impossible que une grande partie de ces tarifs soient complètement différents d'ici un mois. L'Asie et les émergents sont les pays qui sont les plus durement frappés par les annonces de Trump hier soir. Oui, alors on Vietnam, peut citer, des pays très clés comme ça, effectivement. Évidemment, la Chine. Bien sûr. La Chine en premier lieu, mais parce que la Chine, c'est le concurrent géopolitique, le premier concurrent géopolitique américain. Et on peut imaginer que la Chine n'aura pas beaucoup de faveur. Et au-delà de la Chine, on a finalement les pays qui avaient servi de substitut à la délocalisation de la chaîne de valeur sur la Chine. Par exemple, le Vietnam, le Cambodge, et puis d'autres pays comme la Corée du Sud, on a Taïwan, évidemment, on a le Japon à peu près comme l'Union européenne. Et puis on a le Mexique, le Canada, voilà. Il a voulu fermer ces issues qui ont été utilisées pour contourner, effectivement, par la Chine, pour contourner, c'est la première vague de droits de douane d'il y a 10 ans. Et on arrive aujourd'hui à une moyenne, ce que j'ai vu, la moyenne théorique, c'est 22%. Ouais, c'est ça, on se balade autour de 20, oui, c'est ça. Voilà. Et on était à 1,2, 1,4 récemment, donc c'est très notable. Ah oui, c'est massif. Et d'autre part, en fait, ce qui explique la baisse des bourses, on arrive là, c'est qu'en fait, il y a eu des estimations il y a quelques semaines, quelques jours, par exemple de Goldman Sachs, qui disait que toutes les 5 points de hausse tarifaire, on a une baisse de 1 à 2 points des marges des entreprises. Ouais. Donc le marché, il fait des règles de 3, il en est là, et il se dit, bon, en fait, on arrive à 8-10 points de baisse de marge, oula. Donc voilà, impact massif sur les valorisations, perte de confiance, et donc on arrive à des baisses de bourse qui sont de la magnitude de 3 à 5%, voire plus. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une vraie défiance sur les marchés américains. Alors ça se voit parce que, en fait, au-delà même de la baisse très importante du Nasdaq depuis le début de l'année, on doit être à moins 15 là. Oui. Voilà. Oui. Sur le Nasdaq, on voit la baisse des crypto-monnaies. Alors, le Bitcoin tient encore la route, puisqu'on est à une baisse de 10% depuis le début de l'année. Sur d'autres crypto-monnaies, c'est beaucoup plus sévère. Ouais. Comme l'Ethereum, par exemple, on est à quasiment 50% de baisse depuis les tops.
Donc ça commence à devenir vraiment inquiétant sur les crypto-actifs. Et puis, même sur les petites capitalisations américaines, on est sur des baisses qui sont plus sévères que celles du Nasdaq. Exactement. Le Russell 2000 est en bear market, là, Oui, aujourd'hui. absolument. Ouais, ouais. Donc on est de l'ordre de moins 20. Ouais. Cependant, et ça on l'analysera, sur le segment value, on a quand même une résilience. Pas aujourd'hui, mais jusqu'à hier, on était en territoire positif, on était à +2. Et on a une différence entre le Nasdaq, entre les valeurs de croissance et le value, de l'ordre de 12 à 14% depuis le début de l'année, ce qui est considérable. Et donc, cette politique témoigne aussi d'un souci de rééquilibrage de l'économie américaine. Dans value, vous mettez quoi, Jean-Jacques? Ça peut Alors, être... évidemment, il y a les financières. D'accord. Financière, industrie, métaux, enfin materials. Voilà. Et les pétrolières. Et les pétrolières, énergie. OK. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est pour ça que c'était finalement le titre, c'est de relancer la manufacture américaine. C'est que on a une volonté de refaire venir les usines aux États-Unis. Alors, d'autres diraient que ça se fait pas comme ça, que les usines n'existent pas. Bah, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, oui. Oui, voilà. Bon, d'un autre côté, je dirais que peut-être qu'il y a eu une telle exagération du balancier que peut-être on ne peut pas finalement réformer un système si à un moment vous ne faites pas quelque chose d'un peu radical, il peut y avoir une radicalité pour finalement faire tourner la balance dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des avantages à relocaliser, eh bien finalement les entreprises ne le feront jamais. Voilà. Donc il faut quelque part à un certain moment le faire un peu de manière forcée. Et peut-être que certaines entreprises, d'abord, certaines ont des usines. On sait très bien que les constructeurs automobiles européens ont des usines aux États-Unis, pas tous, mais BMW en a par exemple. Donc ils peuvent augmenter leur capacité. Et d'autre part, eh bien, si vous ne mettez pas les règles en place pour qu'ils puissent le faire, eh bien, en fait, finalement, ça ne se fait jamais. Et il y a une volonté, je pense, de relancer l'emploi dans des friches industrielles comme celle de la Rust Belt, des villes fantômes qu'on a aussi en France, hein, mais qui sont particulièrement prégnantes aux États-Unis, hein, où finalement il n'y a plus rien. Et en fait, on veut finalement rééquilibrer l'économie au prix de la bourse. C'est-à-dire que la partie, c'est Wall Street contre Main Street. Voilà, c'est ça l'idée. Donc Wall Street, on le sacrifie à court terme, et on verra après. Et finalement, on se dit, bon, bah, ils s'en sortiront toujours, et finalement, ils ont beaucoup gagné ces dernières années. Et Main Street, peut-être que ça ne va pas marcher, mais je dirais que l'objectif de cette administration, c'est de dire on va essayer. C'est-à-dire qu'en lâchant Wall Street, moi je veux bien qu'il y ait deux mondes qui existent séparés entre le monde des marchés, Wall Street et Main Street. Mais à un moment, on sait bien que ces deux mondes, ils se rejoignent. Oui. Si on lâche complètement Wall Street, je ne suis pas sûr que Mr. Smith de Main Street, à la fin de la journée, il ait encore son emploi, son salaire, ses hausses de salaire et qu'il soit très content. Tout à fait. Mais voilà, c'est le pari. C'est l'équilibre, c'est ça. C'est le pari. J'entends. C'est un pari qui est risqué. C'est un pari qui est à la fois interne et externe, de levier de négociation. Non, mais je crois qu'on a beaucoup révisé, et moi le premier, effectivement, les objectifs poursuivis par Trump et son administration aujourd'hui. Ce que pensent les Européens ou ce qu'on dit, au narratif simple, il n'est pas si simpliste que ça. Il est pensé. C'est peut-être une stratégie qui va échouer, mais finalement, en réfléchissant, elle vaut le coup d'être tentée en début de mandat, plutôt qu'au milieu ou à la fin. Partant en plus d'une situation économique assez exceptionnelle, même si Trump ne l'admettra jamais, il a quand même conscience qu'il héritait d'une situation économique plutôt bonne. Il nous reste 1 minute. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur? Ce no pain, no gain, l'idée qu'il y a un golden age qui nous attend à horizon, je ne sais pas de combien de temps, dans l'intervalle, il faut se préparer à quoi là? Alors à court terme, il y a un désordre très important dans les marchés. D'accord. Il y a des rebalancements massifs dans les portefeuilles, il y a une défiance qu'on voit, la hausse des volatilités, la hausse des spreads, c'est-à-dire que même sur le crédit, le financement du crédit américain, il y a une défiance, la hausse de l'aversion au risque, il y a des dégagements de position à court terme, et à court terme, les entreprises américaines sont tapées. Des entreprises comme Nike, comme Apple souffrent énormément. Et donc, le marché peut aller clairement, assez facilement en bear market, même sur le S&P 500. Donc, à court terme, plutôt de la prudence.
ce qui est quand même positif pour l'instant, c'est que dans cet environnement, c'est qu'il y a une baisse du dollar, une baisse des taux. Du pétrole. Et du pétrole. Donc il y a des facteurs qui sont positifs et qui sont des facteurs de relance, des stabilisateurs automatiques. Et cela devrait quand même pouvoir permettre de soutenir les bourses, mais pas tout de suite. Ouais. Bon, on est dans cette entre-deux, effectivement, au lendemain de ce Liberation Day. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer cette situation de marché avec l'aide des outils d'IA et de Gen AI notamment que vous manipulez, vous utilisez chez AI for Alpha. Vous êtes consultant indépendant. Jean-Jacques Oana qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.